J'ai failli ne pas créer à cause de la douleur. Ce matin, vers 2h30 du matin, je me suis réveillé avec de très fortes douleurs comme j'en ai rarement eu dans ma vie. Et ça a été mon quotidien jusqu'à un certain âge. Beaucoup de douleurs jusqu'à ne plus pouvoir marcher. Et quand c'est comme ça, psychologiquement, ça t'atteint. Et t'as l'impression de te dire que t'as l'impression que tu vas rien pouvoir faire. Quand le handicap comme ça, la bam, te tombe dessus. Et tu sais que ça va pas être un jour comme les autres, qu'il va falloir lutter, se battre pour faire chaque mouvement, euh, pour, euh, pour opérer chaque geste et, euh, et créer quand même, peut-être plus lentement, peut-être autrement, avec des adaptations. Et voilà. Et dans ce j'ai failli ne pas créer, la douleur physique entraîne une douleur psychique. Alors surtout quand on ne se relève pas, c'est-à-dire quand on n'arrive pas à augmenter ou ou à restaurer l'estime de soi, c'est-à-dire je m'aime pour ce que je suis, quand même, malgré le fait que je ne peux pas faire ce qui était prévu, malgré le fait que je ne fonctionne pas comme hier. Et ça c'est un coup psychologique, un coup que j'appellerais aujourd'hui investissement. Pas un coup qui tape, mais plutôt un coup où on dépense, mais c'est une dépense d'investissement parce que quand on a vécu ça, on sait que tout d'un instant à l'autre peut disparaître. Je sais aujourd'hui que tout peut disparaître. Le talent qu'on me prête, les jambes que j'ai pour marcher. Et c'est ce qui fait que dès que j'ai eu les douleurs, j'ai commencé à me masser, à être plus doux et tendre avec moi-même, à ne pas m'obliger à dormir. Et le matin est arrivé. C'est-à-dire que le jour s'est levé et j'ai pris mes chaussures, je suis allé marcher. Et là, un sentiment immense de gratitude, de pouvoir marcher alors que j'aurais peut-être dû être en fauteuil roulant à vie. Et là, je serais peut-être en handicap que partiellement ou en fauteuil que partiellement pour l'instant. Mais le fait d'accueillir ça, c'est un investissement dans de la gratitude, de merci, merci la vie, merci de pouvoir accueillir ça, ce matin, ce beau matin. Et ça prend plus de temps. Il n'y a pas à dire. Pour évoluer dans la société, dans la carrière, un métier, un revenu, une place en société ou même dans sa propre famille, ça prend plus de temps quand on est comme ça. Ça prend plus de temps à apprendre, ça prend plus de temps à comprendre, ça prend plus de temps à processer les émotions, la douleur, le vécu. Mais le temps est mon allié. Parce que je ne presse pas le temps, parce que je ne précipite pas le temps, parce que je garde le temps comme un ami précieux qui me dit rien ne dure. Parce que c'est le temps qui fait naître et périr, c'est le temps qui donne l'âge aux choses. C'est le temps qui m'indique l'impermanence. C'est le temps qui montre que rien ne dure. Et comme rien ne dure, tout est précieux, tout est sacré. C'est le temps qui fait que comme tout se perd, rien ne s'accumule pour l'infini ou l'éternité. Et il n'y a plus d'importance qui est mise sur l'émotion de la perte. Grâce à mon ami le temps, je sais perdre sans souffrir. Car puisque le temps est là, tout se perd de toute façon. Et comme de toute façon tout se perd, donc tout est précieux. Aucun instant ne peut être récupéré. Donc j'ai failli ne pas créer à cause de la douleur, mais du coup j'ai créé grâce à la douleur et par la douleur. Et la création est devenue un soin à la douleur, ou le moyen de patienter avec le temps et non pas de faire la guerre au temps. Beaucoup d'entrepreneurs et de coachs font la guerre au temps.
Ils disent mais qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends pour réussir? Qu'est-ce que tu attends de te libérer financièrement ou ceci ou cela? Qu'est-ce que tu attends pour t'activer, te discipliner, etc. Et ces personnes-là sont, je trouve, à mon idée, dangereuses pour elles-mêmes et pour les autres. Et je vais vous dire pourquoi. La première raison, c'est qu'habituellement, elles ne pratiquent pas elles-mêmes les conseils qu'elles donnent et le niveau de discipline qu'elles exigent, elles ne le font pas elles-mêmes. Si vous regardez ces personnes qui conseillent la discipline, l'ordre et la guerre au temps, eh bien, elles font travailler les autres surtout. Et si vous les constatez, si vous les regardez, elles sont les moins actives parmi les gens qu'il y a autour d'elles. La deuxième raison que je trouve, c'est que l'injonction que ces personnes-là donnent à la performance et à la guerre au temps, où il faut aller plus vite, ou plus lentement mais constamment et comme ci, comme ça, eh bien, quand l'autre ne le fait pas, ou ne le fait pas comme ils veulent, ne le fait pas à 100% comme ils veulent, eh bien, elles prennent le dessus sur l'autre. Surtout si cette personne baisse la tête et se dit oui, c'est vrai, il a raison ou elle a raison, je suis une merde parce que je n'ai fait qu'à 90% l'objectif qu'il me raconte. Et, et en fait, il y a une domination qui s'opère, il y a un drain d'énergie qui se met en place. Et c'est une forme de manipulation. Et ça affaiblit l'autre et ça donne une domination. C'est la raison pour laquelle la personne qui fait ça lui donne de l'énergie. Et en vérité, c'est un signe qu'elle n'est pas autonome elle-même en énergie. Elle a besoin de la force d'autrui. Et souvent, ça se fait au détriment de gens géniaux et puissants qui elles-mêmes se sous-estiment. La troisième raison, ça peut être la jalousie. On ne dirait pas, mais cette personne qui a pris le dessus sur l'autre, à qui elle conseille en tant que coach ou thérapeute de gagner en performance, de se discipliner, de faire la guerre au temps, eh bien, elle est jalouse de la performance des gens géniaux qu'elle côtoie et dont elle n'égalera peut-être jamais le génie. J'appelle ça le refus de la médiocrité. Le refus de sa propre médiocrité pousse l'esprit à la perfection. Comme il ne peut pas l'atteindre, il l'exige des autres qui l'épuisent. Les autres l'abandonnent, les autres le laissent, et tout ce qu'il va trouver à dire pour trouver une raison à ce que les autres l'ont laissé, c'est que les autres ne se sont pas disciplinés comme il veut, c'est pour ça qu'ils sont partis. Alors qu'en vrai, il les a fait partir, il les a fait fuir. Ou tout simplement, pour ceux qui ne se sont pas relevés, il les a détruits. Ce genre de mentalité fait que cette personne ne peut pas générer de résultats par elle-même. Donc elle doit s'associer ou s'accoupler, s'accompagner de quelqu'un de génial qui va avoir les résultats dont il va lui-même se prévaloir. Ce n'est pas moi qui ai eu les résultats, mais c'est quelqu'un d'autre. Je ne le dis pas ou que partiellement, mais je m'en accorde tout le mérite. Juste parce que je suis ami avec, en couple avec ou associé avec, ou les trois. Ce qui est encore plus dangereux. Et tu vois, au-delà de mes douleurs physiques et psychiques, les gens comme ça ont constitué dans mon parcours des douleurs immenses. Jusqu'à ce que j'arrive à les accueillir. Et les accueillir, c'était accueillir leur rejet. Leur rejet d'eux, mais aussi leur rejet de moi. Ce sont des gens, quand tu es surperformant, vont t'épuiser à t'essorer. Ce sont des personnes qui, quand tu ne conviens plus, t'abandonnent. Leur regard est extrêmement jugeant, d'abord envers eux-mêmes, mais toi tu as tendance à croire que c'est envers toi. Mais au combien plus fort est le rejet et l'abandon qu'ils ont pour eux-mêmes. Et les accueillir, c'est admettre qu'elles ne s'accueillent pas elles-mêmes et que des limites vont se poser du fait que tu ne pourras jamais être tel qu'ils le désirent et que donc la condition sine qua non, c'est que vous ne pourrez pas travailler ensemble, pas collaborer ensemble, pas vous accompagner, ni être en couple ensemble. Et donc, l'accueil de ces personnalités, ça passe par l'accueil de soi. L'accueil de soi passe par l'accueil de ses propres
limitation, à ne pas pouvoir correspondre à ce que l'autre exige. Assez souvent, celui qui exige le plus, celui ou celle qui manipule, en exigeant, en demandant, eh bien, va se targuer d'un tas de qualités, d'un tas de choses dans lesquelles il se croit être bon ou il veut être vu bon dans l'esprit de l'autre. Donc, il va raconter ses compétences dans telle ou telle matière, mais ça reste des racontards. C'est-à-dire que si tu creuses derrière ces racontards, tu ne trouveras pas, ou très rarement, ou très peu, l'ombre d'un petit doigt d'orteil d'une preuve que ces racontards sont vrais ou que ces compétences correspondent à la réalité ou que ces résultats même existent. J'ai pas tout de suite compris. J'aurais pu dire j'ai très vite compris, mais j'ai pas tout de suite compris. Ça m'a pris des années et des années, de nombreux échecs et de nombreuses déceptions, de nombreuses formes de dégoût et d'écœurement avant d'arriver à comprendre que si j'obéissais à une telle personnalité, eh bien, j'étais en train de me trahir. Que ce que j'allais créer allait être amputé ou être fait sans désir ou sans amour, et que, in fine, cette personne pourra se prévaloir, se valoriser de m'avoir fait. C'est-à-dire en me disant, lui c'est moi qui l'ai fait, lui sans moi il aurait été rien, lui c'est grâce à moi qu'il a fait ça. Bien entendu, toutes ces qualités ou failles que je vous expose, je les ai observées en moi-même, psychanalysées. Et parfois, ce travail passe par un thérapeute. Choisissez vos thérapeutes, choisissez des personnes qui sont compétentes. Changez de thérapeute si cela ne convient pas et refusez toute relation avec quiconque, que ce soit coach ou thérapeute, avec qui il n'a pas été au préalable établi une relation thérapeutique, une entente thérapeutique. Donc très récemment, une des personnes dont la personnalité est semblable à ce que je viens de vous décrire m'a dit « Si nous avions été en thérapie tous les deux, je t'aurais déjà mis un carton, je t'aurais rendu tes 150 € et je t'aurais dit au revoir, si tu veux rester comme ça, bonne chance dans ta vie. » Donc il a présupposé que si j'avais été en thérapie, il a présupposé un lien thérapeutique, un accord thérapeutique entre patient et thérapeute, ce qui n'était pas le cas. Nous étions dans le cadre d'une relation dite professionnelle, soi-disant, et ça constitue une immense erreur déontologique dans le métier. Je t'avouerai qu'à ce moment-là, j'ai failli me lever et juste partir pour ne jamais revenir, mais j'étais avec une amie qui était aussi engagée à ma côté. Et j'ai pas voulu faire ça, j'ai attendu. J'étais pas totalement en sidération parce que j'étais conscient de ce qui se passait, mais je suis resté silencieux et observateur, ne répondant pas aux questions qui étaient devenues des questions juste rhétoriques. Et donc les questions rhétoriques sont manipulatrices et tendent à refaire ton mental tel que le questionneur veut. Toute parole de ma part était refusée. Toute tentative de dire mes émotions était niée, et c'était typiquement le cas d'une relation narcissique ou avec un narcissique, et je n'ai pas répondu parce que je n'étais pas autorisé à répondre. Quand je répondais, on me retorquait que j'essayais de trouver des excuses, que c'était de l'auto-sabotage, que c'est mon mental qui résistait, du fait du conditionnement qui résistait à accepter ce que l'autre dit, et donc je ne pouvais pas du tout dire ma réalité. Ma réalité n'était pas acceptée à moins de correspondre à ce que l'autre veut. Et la non-correspondance avec la réalité de l'autre faisait que je me prenais un carton, une pénalité, un penalty, une punition. Dans ce cadre-là, c'est pas qu'on n'est pas dans une relation saine, c'est qu'on est dans une non-relation. Il n'y a pas de relation. C'est pas qu'on est dans un dialogue biaisé ou manipulé, c'est qu'on est dans un non-dialogue. Tout est à sens unique. Et j'ai découvert dans le parcours du corps endolori depuis lequel je vous parle que
quand il n'y a pas relation avec la douleur, quand il n'y a pas relation avec l'émotion de l'autre, quand il n'y a pas de dialogue avec la réalité du corps tel qu'il se présente, il n'y a point de guérison. Et c'est ainsi que de nombreux thérapeutes ne guérissent pas, ne thérapisent pas, mais diffusent la maladie. Leur propre maladie qu'ils rejettent sur les autres, qu'ils projettent sur les autres. Tu comprends bien, comme je suis handicapé depuis la naissance, je connais bien la sphère des thérapeutes, qu'ils soient allopathiques ou alternatifs. Et j'en ai reçu des conseils, mais j'ai tardé à répondre par le refus à certains conseils. Oui, j'ai tardé à comprendre, à apprendre, à répondre par un non, à refuser un conseil. Je ne savais dire que oui. Maintenant, je sais dire oui, j'entends ce que tu dis, mais je ne le ferai pas. J'en accuse réception, mais je vais faire autrement. Et ça, je le ferai, que tu le permettes ou non. Et c'est comme ça que je peux préserver aujourd'hui ma joie de vivre, qui est un petit cocon de paix, d'amour, de joie, de sérénité, de sincérité, de vérité, au milieu d'un monde chaotique, d'une société chaotique, au cœur du cœur d'un corps endolori, mais joyeux d'être. Joyeux d'être à présent. Qu'il possède ou non telle ou telle voiture, qu'il ait ou non tel ou tel revenu, tel degré de réussite, tel titre, grade ou position. Aujourd'hui, je me sentirais mal si quelqu'un s'obligeait à renier ses émotions ou ses valeurs ou ses vertus pour me plaire. Et je me sentirais gêné de ça. Et peut-être même qu'avant, je ne le remarquais même pas, parce que je ne me respectais pas là, à cet endroit-là. Aujourd'hui, je peux refuser l'aide de quelqu'un qui ne peut s'aider des bords lui-même. Aujourd'hui, je peux refuser le soin de quelqu'un qui se prétend bon soigneur, mais qui diffuse ou projette ses propres maladies. Et oui, peut-être que je n'ai pas besoin de m'endurcir, et que c'est de ma douceur dont j'ai besoin, et toi aussi. Peut-être que j'ai pas besoin de discipline, ou de non-procrastination. Peut-être que j'ai juste besoin d'être qui je suis dans le temps et la temporalité que je vis là maintenant. Et peut-être que toi aussi, peut-être que j'ai pas besoin de remplir tel ou tel objectif pour réussir ma vie, mais simplement de voir le succès que je suis déjà. Des poussières d'étoiles devenues humains et pouvoir voir le monde tel qu'il est, même dans son chaos. Et peut-être que toi aussi. Peut-être que j'ai pas besoin de parler de manière plus forte, plus loud, plus amazing, plus extraordinaire. Peut-être que j'ai pas besoin de parler avec plus de conviction ou d'arguments. Peut-être que j'ai juste besoin d'avoir la voix que j'ai, avec la timidité que j'ai, avec les traumas que j'ai, avec la vulnérabilité, la fragilité et les fêlures que j'ai. Peut-être que toi aussi, tu peux être accueilli et aimé tel que tu es, d'abord par toi-même. Tu peux t'accueillir, t'aimer et être tel que tu es. Là, peut-être que rien ne pourra t'arrêter, rien ne peut te tuer. Et tel que disait Socrate, avant qu'il puisse me tuer, il faudrait qu'il m'attrape. Et ce que je suis est inattrapable. Va, goûte qui tu es. Découvre qui tu es. Va sentir la saveur de qui tu es. C'est une saveur unique, impalpable, indescriptible, qui n'appartient qu'à toi. C'est un goût divin, c'est une saveur divine. C'est plein de joie, ce que tu es, quel que soit ton état, qu'il soit dépressif ou colérique ou quoi que ce soit. Ça n'a pas besoin d'aucun produit pour être mieux. Ça n'a pas besoin d'aucune astuce pour s'en sortir. Ça n'a besoin d'aucune idée d'autrui pour subsister. Et c'est totalement libre.
Et c'est pas grave, même si depuis l'enfance on a été éduqué à vivre en prison, on peut toujours désapprendre et vivre libre. Vivre libre. Vivre libre au-delà des sentiers battus. Vivre libre au-delà des sentiers battus.